et recouvrait toute la surface du carrefour que la vieille dame avait entrepris de traverser. Oui, sur la plaque de verglas, il y avait une femme, vieille, debout, chancelante. Elle glissait une charentaise devant l'autre, avec une millimétrique prudence. Elle portait un cabas d'où dépassait un poireau de récupération, un vieux châle sur ses épaules et un appareil acoustique dans la saignée de son oreille. À force de progression reptante, ces charentaises l'avaient menée, disons, jusqu'au milieu du Sahara. Sur la plaque à forme d'Afrique, il lui fallait encore se farcir tout le sud, les pays de l'apartheid et tout ça, à moins qu'elle ne coupât par l'Érythrée ou la Somalie. Mais la mer Rouge était affreusement gelée dans le caniveau. Ces supputations gambadaient sous la brosse du blondinet à l'odeim vert qui observait la vieille depuis son trottoir. Et il se trouvait une assez jolie imagination, en l'occurrence le blondinet. Soudain, le châle de la vieille se déploya comme une voilure de chauve-souris et tout s'immobilisa. Elle avait perdu l'équilibre. Elle venait de le retrouver. Déçu, le blondinet jura entre ses dents. Il avait toujours trouvé amusant de voir quelqu'un se casser la figure. Cela faisait partie du désordre de sa tête blonde. Pourtant, vue du dehors, impeccable la petite tête, pas un poil plus haut que l'autre à la surface drue de la brosse. Mais il n'aimait pas trop les vieux. Il les trouvait vaguement sales. Il les imaginait par en dessous, si on peut dire. Il était donc là, à se demander si la vieille allait se rétamer ou non sur cette banquise africaine, quand il aperçut deux autres personnages sur le trottoir d'en face qui n'étaient pas sans rapport avec l'Afrique. Des Arabes, deux. Des Africains du Nord, quoi, ou Maghrébins, c'est selon. Le blondinet se demandait toujours comment les dénommer pour ne pas faire raciste. C'était très important, avec les opinions qui étaient les siennes, de ne pas faire raciste. Il était frontalement national et il ne s'en cachait pas, mais justement, il ne voulait pas s'entendre dire qu'il l'était parce que raciste. Non, non, comme on le lui avait jadis appris en grammaire, il ne s'agissait pas de rapport de cause, mais de conséquence. Il était frontalement national, le blondinet, en sorte qu'il avait eu à réfléchir objectivement sur les dangers de l'immigration sauvage. Et il avait conclu, en tout bon sens, qu'il fallait les virer vite fait, tous ces crouilles, rapport à la pureté du cheptel français d'abord, au chômage ensuite et à la sécurité enfin. Quand on a autant de bonnes raisons d'avoir une opinion saine, on ne doit pas la laisser salir par des accusations de racisme. Bref, la vieille, la plaque en forme d'Afrique, les deux Arabes sur le trottoir d'en face, le petit avec son chien épileptique et le blondinet qui gamberge. Il s'appelait Vanini, il était inspecteur de police et c'était surtout les problèmes de sécurité qui le travaillaient, lui, d'où sa présence ici et celle des autres inspecteurs en civil disséminés dans Belleville, d'où la paire de menottes chromées, brinque-ballant sur la fesse droite, d'où son arme de service, serrée dans son holster, sous son aisselle, d'où le poing américain dans sa poche et la bombe paralysante dans sa manche, apport personnel à l'arsenal réglementaire.
Qualche suggestione per invitarvi al concerto dedicato a Georges Brassens nel centenario della sua nascita, domenica 22 agosto alle ore 18, presso il Tempio Valdese di Luserna San Giovanni, con Martin Bousquet, Hervé Tirefort et Fabio Pasquet. Vi aspettiamo! C'était ma grand-mère maternelle, Augusta, qui avait la charge de me conduire 2 fois par jour à l'école Saint-Vincent. J'ai connu, dès l'âge de 3 ans, mes premiers tourments d'école. L'heure fatale venue, au moment de se mettre en route pour l'école, la grand-mère italienne rusait. « Viens mon petit, allons promener !» Pour me tromper sur notre destination finale, elle empruntait chaque fois un itinéraire différent. De forte corpulence, l'aïeul marchait lentement, me tenant la main. Je portais dans l'autre un petit panier renfermant mon goûter. « Mon petit, allons au château d'eau, voir nager les poissons rouges. Tu leur lanceras du pain. » Nous traversions le jardin public pour en sortir à l'opposé, rue du Génie, à 2 pas de l'école. C'était justement l'heure où les poissons dormaient et il ne fallait pas les déranger dans leur sommeil. Nous passions sans faire de bruit près du bassin. Ces longues et perfides détours aboutissaient inévitablement à la fantastique porte de fer devant laquelle je laissais éclater mon désespoir. Ma mère n'a pas voulu que j'apprenne la musique, parce que quand elle a vu que j'avais cette espèce de passion qui ressemblait finalement à une vocation, elle a eu peur de me voir devenir musicien. Or, les musiciens en ce temps-là, la plupart des musiciens, des excellents musiciens d'ailleurs, allaient dans les rues faire ce qu'on appelle la manche aujourd'hui. Enfin, ils se mettaient sur une place avec 2, 3 instruments et puis ils tendaient la main. Alors ma mère ne voulait pas du tout voir son fils devenir musicien. À cette époque-là, les débouchés en province ne semblaient pas nombreux pour un musicien. Il n'y en avait pas. Sa mère Elvire qui le berce à la chanson, sa sœur Simone, sa tante Antoinette qui l'accueille à Paris et lui prête le piano, Jeanne qui l'héberge à l'impasse Florimond, Patachou qui le relève, Pupchen s'amuse, et puis les femmes des chansons. S'il y a quelqu'un qui a fait des femmes de déesses, c'est bien moi. Les femmes, je les aime toutes, ou presque. Lettre à Pierre Vedel. Mon cher ami, voici la recette des cannelloni telle que les faisait la mère Brassens, sans tomate, avec mes amitiés Georges Brassens. La veille, préparer un bouillon d'os de bœuf à moelle, de veau, os de porc et garnir comme un pot-au-feu avec carottes, céleri, poireaux, oignons piqués de 3 clous de girofle. Laissez mijoter à petit feu pendant 1h30. Le lendemain, faire blanchir les cannelloni dans l'eau bouillante. Régler le feu afin que l'eau ne bouille pas trop fort pour ne pas briser les cannelloni. Ajouter un peu d'huile dans l'eau pour empêcher de coller et du sel. Les retirer avec l'écumoire un par un et les mettre sur un linge. Dans la casserole, et selon la grandeur de cette dernière, ne pas mettre plus de 8 à 10 cannelloni. Les farcir avec chair à saucisse, les ranger côte à côte dans un plat allant au four. Faire cette opération pendant la cuisson d'autres cannelloni. En même temps, faire réchauffer le potage et tout chaud, le verser sur les cannelloni jusqu'à couvrir juste ces derniers. Saupoudrer de fromage de Rome râpé, mettre au four chaud. Les retirer lorsque la surface est dorée. Important, il ne faut pas qu'il nage dans trop de jus. Pour Beppe Chierici. J'étais persuadée que la plupart de mes chansons, celles dites paillardes en particulier, où les mots n'ont pas tout à fait la signification scabreuse qu'ils font semblant d'avoir, étaient définitivement impossibles à traduire. Mon ami Chierici vient à la fois de me détromper et de faire mentir le fameux adage traduttore traditore.
En outre, il s'est payé le luxe de réussir une œuvre originale, personnelle, tout en respectant la démarche de l'auteur. Je lui dis bravo et le remercie chaleureusement d'être parvenu à rendre ses gauloiseries présentables en italien, ce qui n'était pas une petite affaire. Sono Carlo. Di Pablo Neruda vi farò ascoltare l'episodio. Oggi, un'altra volta buongiorno. Ragione, come un antenato e senza dubbio forse come quelli che verranno al lavoro domattina. Con una mano prendono gli arnesi e con tutte le mani la dignità. Senza di loro traballavano le navi. Le torri non nascondevano la loro minaccia. I piedi del viandante inciampavano. Ah, questa umanità che perde la rotta e vocifera il morto, trascinandola di lato verso l'inettitudine dell'avidità, mentre l'equilibrio si copre con la collera per restituire la ragione del cammino. Oggi, un'altra volta, eccomi qui, compagno, con un sogno più dolce di un grappolo, legato a te, al tuo destino, alla tua angoscia. Devo abolire orgoglio, solitudine, delirio, attenermi al recinto di tutti e tornare a sostenere il palio comune dei doveri. Io so che posso aprire il delirio innocente del casto, essere perduto tra le parole che dispone di falsi ingressi per l'inferno. Ma per quel gioco nacquero i sazi. La mia poesia è ancora una strada nella pioggia su cui passano bimbi scalzi diretti a scuola e non ho alternativa se non quando taccio. Se mi danno la chitarra, canto cose amare. Radio Love, dove leggere è uguale per tutti.